On va parler justement des risques. Donc là, on externalise nos données finalement, on les met entre les mains d'une autre structure qui va les stocker. Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle va les stocker correctement et qu'on va pouvoir y avoir accès vraiment de n'importe où, comme je le disais tout à l'heure, à n'importe quel moment et depuis n'importe quel support? Alors, il y a deux grands éléments à ça, en fait. Il y a un élément technique et un élément non technique. Je vais commencer par le non technique, parce que c'est le plus simple. En fait, c'est des engagements contractuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on décide d'aller vers un environnement, quel qu'il soit, cloud, on travaille avec une société cloud et on va valider avec elle un certain nombre d'engagements contractuels sur ce qu'on appelle des SLA, donc des Service Level Agreements, des niveaux de service validés, qui disent voilà combien de temps d'indisponibilité on se permet d'avoir dans l'année, voilà combien de temps ou quand la donnée doit être disponible. Et très souvent, on parle de la règle des 5-9. Donc, c'est rien à voir avec des poules. C'est 5-9 avec le chiffre. Donc, c'est 99,99999% de disponibilité. Okay. Je vous laisse faire le calcul. C'est un peu moins de mémoire de 20 minutes d'indisponibilité par an. Quelque chose comme ça. Et donc, contractuellement, c'est ce qui va engager les deux entreprises dans leur relation. Donc, ça, c'est le côté purement contractuel. Et puis après, il y a le côté technique. Et là, c'est un certain nombre de garde-fous techniques de sécurisation. Ça peut être du chiffrement de la donnée, ça peut être des outils de sécurisation pour éviter les intrusions informatiques, pour garantir que la donnée est toujours la bonne et n'a pas été altérée. Et là, il peut y avoir un certain nombre de technologies qui sont déployées par le fournisseur de services de nuage et qui donnent des résultats et des tendances et des métriques à ses clients. Quels sont les risques pour les entreprises ou notre tissu économique aujourd'hui qui met tout sur le cloud? En fait, la plupart du temps, les risques si on regarde d'un point de vue purement statistique, les risques de non-accès, en fait, ils sont, je dirais, presque anecdotiques. Je dis pas que ça peut pas arriver d'avoir une coupure Internet, mais de toute manière, même si j'avais mes données, si j'ai plus du tout Internet parce que c'est coupé dans la rue, à l'arrivée, je peux pas en faire grand-chose non plus dans mon day-to-day et dans mon activité classique. Les plus gros risques, en fait, ils arrivent au niveau de l'application, des applications en général. Et là, on tombe sur des risques, en fait, qui sont des risques assez classiques. Par exemple, un des risques principaux que l'on voit aujourd'hui chez nos clients et chez les clients d'autres cloud providers, c'est les risques de réutilisation de mots de passe. D'utiliser le même mot de passe sur 53 plateformes différentes ou d'utiliser quasiment le même mot de passe sur plusieurs plateformes et de se retrouver avec un acteur malveillant qui récupère le mot de passe sur une plateforme A et qui l'utilise pour aller sur la plateforme B, sur la plateforme C et d'avoir accès à la donnée. Ça, c'est un des cas, je dirais, classiques de ce qu'on peut avoir, comme retour d'expérience sur les risques. Et donc, le premier risque, c'est le risque de cyberattaque. Oui, alors clairement, c'est un des risques majeurs des entreprises aujourd'hui, c'est le risque des cyberattaques. Alors de cyberattaques de différents niveaux, ça peut être des cyberattaques de niveau relativement, je dirais, simple, attaquant des nids de service par exemple, de faire tomber un service en lui demandant trop de choses et qu'il puisse plus répondre. Ça peut être le cas des mots de passe que je viens d'aborder. Ce qu'on voit aussi beaucoup et très régulièrement, c'est les problématiques de mauvaise configuration. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, mais quand on va développer une application qui est accessible à travers le cloud, on a de la sécurisation par défaut. Par défaut, il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles et qui sont tout de suite à portée de main à travers quelques clics pour dire oui, je veux activer telle fonctionnalité, telle sécurité, telle chose. Si je prends un peu l'exemple d'une voiture, c'est j'ai ma ceinture, j'ai mon airbag, c'est déjà là et disponible. Et puis après, il y a un certain nombre de sécurités qui nécessitent d'avoir une action volontaire de sécurisation. Est-ce que je veux l'activer, pas l'activer? Si oui, comment? De quelle manière? Et on se rend compte que dans l'adoption du cloud, certaines entreprises ont encore un manque de compétences et de connaissances, et l'un va avec l'autre, pour activer les bonnes choses. Les attaquants de l'autre côté, eux, ont, je dirais, tout plaisir à essayer de trouver des mauvaises configurations ou des choses qui n'ont pas été configurées entièrement et vont faire, dans mon jargon et dans notre jargon, on utilise la notion de knock the door, donc de frapper à la porte. Ils vont essayer d'aller regarder un petit peu toutes ces fenêtres, toutes ces portes. S'il y en a une qui est ouverte, pourquoi pas l'utiliser? Donc un des risques aussi, c'est la mauvaise configuration utilisée par un attaquant
pour pouvoir récupérer de l'information. Est-ce que tu aurais un exemple de cyberattaque qui peut illustrer là ce que tu viens de nous raconter, un exemple concret qui est peut-être paru dans la presse en 2024 ? Alors, j'ai pas d'exemple là qui me viennent tout de suite en tête avec, je dirais, un détail particulier de cet exemple-là, mais on a vu énormément d'attaques en 2024 sur lesquelles on a soit des mots de passe qui ont fuité de manière significative. Alors, le meilleur exemple, ça va pas être un exemple concret avec un nom parce que j'en ai pas, mais ce qu'on voit très régulièrement, en fait, c'est le cas du télétravail. Je vais donner le cas du télétravail, c'est un bon exemple. J'ai une machine pour le télétravail que j'utilise à la maison. Cette machine-là, elle est utilisée aussi par mes enfants pour aller faire des choses plus ou moins scolaires, des fois plutôt moins que plus, avec des téléchargements un peu illicites de différents logiciels. Et je me retrouve sur ma machine professionnelle à avoir téléchargé de manière non volontaire un voleur de mots de passe, donc ce qu'on appelle dans le jargon un infostealer. Et automatiquement, ce voleur de mots de passe, en fait, il est arrivé à travers un usage personnel d'un outil professionnel. Ce voleur de mots de passe va être capable de récupérer les mots de passe aussi bien de ma vie privée que de ma vie pro. Et les attaquants se revendent ces contenus, tous ces mots de passe, et les réutilisent pour aller viser des entreprises, par exemple, avec les contenus pro. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. La plupart des attaques, je ne vais pas dire la plupart, je veux dire beaucoup d'attaques en 2024 ont été à l'origine liées à des vols de mots de passe et de comptes utilisateurs qui ont été revendus entre différentes, organisations criminelles avant de viser des entreprises à grande échelle. Donc là, c'est plutôt les entreprises qui se font viser, mais pas l'entreprise du cloud. Oui, plutôt les entreprises que l'entreprise du cloud. Alors, ça ne veut pas dire que les entreprises du cloud, elles ne sont pas visées. Et je dirais qu'aujourd'hui, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, on a pignon sur rue. Donc, automatiquement, il y a une volonté potentielle des attaquants de vouloir viser les entreprises. La différence majeure, c'est notre... Alors, sans aucune arrogance, c'est le niveau de maturité, de sécurisation qu'on va en avoir. On est dans les joyaux de la couronne, comme on peut les appeler. Alors, j'utilise des fois des mots un peu étranges et obsolètes. C'est pas parce que je suis ancien, c'est parce que je les traduis en anglais. Donc, crown jewel, ça donne bijoux de la couronne. Donc, joyaux de la couronne. Donc, mais l'idée principale, c'est de se dire, c'est notre métier. C'est notre image de marque. Donc, on met en place les moyens financiers, humains, pour pouvoir se protéger. Pour une entreprise, et notamment pour la partie applicative dont je parlais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est plutôt mené par le besoin business. Comment je mets à dispo très rapidement quelque chose pour être meilleur sur mon marché. Et la sécurité vient très souvent un petit peu comme la cinquième roue du carrosse, où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui dit « Ah, vous avez pensé un petit peu à la sécurité de l'outil ?» Et on est toujours vu comme étant le chat noir dans la salle qui apporte la mauvaise nouvelle, de se dire « Ah bah oui, donc il va falloir mettre de la sécurité, ça va être plus long, ça va être plus pénible. » Et donc c'est pour ça que les attaquants, eux, visent plutôt... je ne vais pas dire visent plutôt, parce que la réalité, c'est qu'ils visent les deux, mais leur taux de réussite est plutôt côté entreprise que côté fournisseur. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.